Actualité dramatique ce matin, combien encore? Il s'appelait Kylian Binard, il avait 17 ans, il était champion de boxe de Normandie dans sa catégorie. Il a été poignardé à mort à la sortie d'une boîte de nuit dimanche matin vers 6h dans le Calvados à Suble, une commune de 600 habitants. Il s'est pris un coup de couteau par un autre individu sur le parking de l'établissement, couteau récupéré dans une voiture avant de poignarder l'adolescent. Un suspect de nationalité algérienne a été entendu et âgé d'une vingtaine d'années. Il a été interpellé. Il nie les faits et aujourd'hui, pendant une bagarre, on se prend parfois un coup de couteau. C'est un scénario, hélas, classique. Alors, je crois que nous allons être avec Charlie Madeleine, qui est le gérant de la boîte de nuit de l'Octavia, là où a eu lieu le meurtre dimanche matin. Mais on peut peut-être écouter avant cela la mère de Kylian, qui a répondu aux questions de Fabrice Elsner sur CNews. C'est un de ses copains qui m'a appelé pour me dire que mon fils était décédé, quoi. Il voulait pas trop me le dire au début, donc j'ai insisté. Ils m'ont annoncé ça. Ils sont sortis, Kylian est sorti, Quentin l'a suivi. Donc il y a une personne qui a foutu un coup de poing à Kylian, donc ils ont réagi, quoi, ce qui est un peu logique. Donc Quentin est rentré dans la salle et quand il est ressorti, il y avait l'autre qui avait le couteau et qui l'avait déjà frappé, quoi. C'est inadmissible, c'est la méchanceté gratuite, non, je comprends pas. Surtout, il allait en boîte, il allait pas faire être méchant, il allait s'amuser, quoi. Donc pourquoi la violence comme ça? Non, je comprends pas. Déjà, si la personne se promène avec un couteau dans une voiture, c'est qu'il a l'intention de faire quelque chose, quoi. J'ai pas dormi de la nuit, je mange presque pas, j'ai toujours l'impression qu'il va arriver. Non, tant que je l'aurais pas vu, je serais pas bien. La mère de Kylian, évidemment désespérée. On va être à l'instant avec Charlie Madeleine, qui est le gérant de la boîte de nuit de l'Octavia, là où a eu lieu donc ce meurtre dimanche matin. Bonjour, monsieur Madeleine. Bonjour à toute l'équipe. Et merci d'être avec nous, puisque vous étiez un des témoins de ce drame. Est-ce que... Témoin non, mais au vu des caméras que j'ai repassé sans cesse depuis le drame, oui, je sais ce qui s'est passé, mais réellement j'étais pas en vue de ce qui s'est passé, j'étais pas sur place de mes propres yeux à voir. Voilà. C'est-à-dire que à 6h du matin, vous n'étiez plus dans le local de la boîte de nuit? Si, mais en fait, j'ai pas vu quand il y a eu le coup de portée. C'est ça, j'ai pas vu de mes propres yeux. C'est ça que je veux dire. Est-ce que vous savez les raisons, si tant est qu'il puisse y avoir des raisons, de sortir un couteau? Oui, pas les raisons. Non, déjà d'une, je pense qu'il y a aucune raison de sortir un couteau. Je veux dire, moi, je me balade pas avec un couteau. Je trouve ça, c'est lamentable. On va pas revenir dessus, mais pour revenir sur les faits, soirée de discothèque tranquille, fermeture, aucune altercation à l'intérieur. Toute la soirée s'était bien passée. C'était vraiment la fermeture. On voit aux vidéos Kylian qui commence à chamailler avec une personne, qui commence à se bagarrer. Les agents de sécu du coup séparent l'altercation, séparent donc Kylian, le ramène dans le devant. Le portier lui dit de se calmer, etc. Vient une bagarre du coup du groupe d'en face avec l'autre groupe. C'était pas une grosse bagarre, hein. C'était vraiment pour vous dire, il y a aucune autre personne qui a été blessée, hein. Et on voit malheureusement Kylian, je pense qu'il voulait aussi se défendre, hein. Puis Kylian, c'était un boxeur, hein, qui fait le tour, qui passe dans le dos du portier, qui escalade la corde, qui passe par-dessus la corde et qui fait le tour du bus. Et malheureusement, l'autre individu a été chercher un couteau dans sa voiture. Et le drame, vous le connaissez. Vous le connaissez. On a tout de suite venu à son secours. Ma compagne s'est précipitée, a fait les premiers soins avec un de mes autres portiers. Et malheureusement, on n'a rien pu faire, quoi. On n'a rien pu faire et c'est... Voilà, vous vous doutez bien que je suis sollicité de partout. Je repasse j'explique depuis ce week-end ce qui s'est passé, mais on est perdu, quoi. On sait pas trop où on en est, quoi.
Et évidemment, vous avez assisté au dernier moment de Kylian et il était conscient à ce moment-là où il... Non. En fait, dès qu'il est, moi je me suis occupé donc nous, nos agents de sécu avons interpellé l'auteur des faits qui du coup se cachait. Donc il a été interpellé avec le couteau dans les mains. Donc il a pris la fuite. Nos agents de sécu ont réussi à courir derrière, à le rattraper, à le plaquer. Et donc moi je suis resté à ce moment-là avec cet individu-là en le maintenant, en attendant les forces de l'ordre qui l'ont tout de suite pris en charge dès son arrivée. Moi quand je suis revenu là-haut, Kylian était déjà dans le camion de pompiers en soins pour essayer de le faire revenir, quoi. Vous le connaissiez, ce garçon, Kylian ? Personnellement, non. Après, au vu de la région, je l'ai déjà croisé. Moi, je connaissais très bien son entraîneur de boxe, qui est aussi l'un de mes employés dans un autre établissement de nuit. C'est quelqu'un qui était de Saint-Lô, donc voilà, on est proche, donc obligatoirement tout le monde s'est déjà croisé, mais je le connaissais pas personnellement. C'était un client qui venait de temps en temps dans mes établissements. Alors, c'est un établissement, a priori, dans une petite ville calme, quand même, une ville, un petit village, c'est 600 personnes, hein, je crois, c'est Suble, on dit Suble, hein, dans le Calvados. Oui, tout à fait, ouais. Bon. Juste à côté de Bayeux. Et à 6h du matin, j'imagine il restait très peu de clients, parce que c'est l'heure de la fermeture. Ah bah il restait, oui, effectivement, très peu de clients. Il y a le principal des clients, le gros des clients partent entre 4h et 5h30. Donc il restait vraiment un groupe d'individus qui se sont mêlés à la bagarre, et les groupes d'amis de Kylian et entre guillemets l'auteur aussi des faits, quoi. C'est ça qui. Donc c'est une commune tranquille. Après, on est en zone rurale. On a beaucoup, de clientèle, de zone rurale, mais ça arrive aussi. On est à côté de Caen, on est proche de Caen. Il y a de la clientèle de Caen qui viennent chez nous. Malheureusement, c'est comme tout à l'heure, j'avais le Yarl au téléphone, on discutait des problèmes. Quand les gens arrivent, qui ont aucun geste manifeste d'ivresse, qui présentent leur papier d'identité en règle, qu'il n'y a pas de solution, enfin pas de solution, mais pas de raison pour les interdire. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est ça le problème, parce que c'est pas marqué sur son front, et surtout qu'apparemment c'était pas la première fois. Il était déjà venu une ou deux fois, la gendarmerie m'a dit, dans l'établissement. Moi je ne l'avais jamais vu. En même temps, je peux pas retenir trop la tête de tout le monde, hein. On draine quand même du monde, hein. Donc apparemment il est déjà venu une ou deux fois avant, et il n'y avait pas eu de problème, quoi. Donc là, qu'est-ce qui leur passe par la tête, je sais pas. Mais ce jeune homme, le principal suspect, est-ce qu'on a des informations sur lui? Vous dites il est en règle ou il n'est pas en règle. Moi, je n'ai pas ces informations, hein. Non, du tout. Déjà, pour qu'il rentre chez nous, c'est qu'il était en règle. Oui. C'est-à-dire qu'il a présenté un justificatif d'identité qui lui permettait de rentrer dans l'établissement, et qu'il est passé par le phase de la palpation et du contrôle C'est-à-dire que vous contrôlez par la carte d'identité chacun des clients qui rentrent dans votre établissement? Chaque client, nous avons deux systèmes de passation, c'est-à-dire que il y a un premier arrêt où le portier vérifie la carte d'identité pour voir déjà si l'identité de la personne, si ça correspond bien à la photo. Si c'est pas une fausse carte d'identité, on va pas revenir sur ce sujet-là, mais il y a un fléau aussi avec ce problème-là. Ensuite, une fois que le portier lui dit que c'est OK, fait le tour, et ensuite il passe au système de palpation avec le contrôleur, avec la raquette de métaux, pour être sûr qu'il n'y ait pas de couteau ou d'autres objets dangereux pour la clientèle. Il y a un compte Twitter que je suis, vous connaissez peut-être, qui est un dirigeant d'établissement de nuit qui s'appelle le Jarl, J-A-R-L. Oui, voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'étais au téléphone avec lui justement. Et justement, alors il m'a envoyé des textos parce que je l'ai reçu sur l'antenne de CNews, et ce matin il écoutait effectivement ce drame effroyable, et il m'a dit j'explique depuis des mois que tous ces crimes en sortie de discothèque pourraient être diminués considérablement si l'État changeait la réglementation des portiers de nuit sur l'utilisation des lacrymogènes.
Est-ce que vous partagez son analyse? Je suis 100% d'accord avec lui. Le problème, c'est que nous, j'ai connu des problèmes avec ça. Au tout début, voilà, je suis pas ouvert d'aujourd'hui. Hein. On a utilisé ce terme ce type de produit qui calmait vite la situation hein, quand un client ne voit plus, il peut plus rien faire. Le problème, c'est que on n'a pas le droit d'utiliser ça, donc ça nous portait des problèmes, des préjudices. Donc pas le droit de s'en servir. Donc oui, effectivement, est-ce que après on pourrait refaire le monde, mais est-ce que si on aurait utilisé le gaz lacrymogène, est-ce que ça aurait pu éviter ce drame? Je ne sais pas, j'ai pas envie de dire oui, j'ai pas envie de dire non, mais je pense que ça aurait changé, dans tous les cas, ça aurait changé la situation, ça c'est sûr. Je recite à nouveau le Jarl, qui est un conte que je suis et qui est tenu par un établissement, par un propriétaire d'établissement de nuit. Et il dit, Monsieur Madeleine, mon équipe et moi intervenons entre 2 et 5 fois par mois sur des sorties de couteaux maintenant. Alors lui, il est à Rennes, et c'est dans le centre de Rennes, hein, je crois, donc c'est peut-être plus exposé, mais ce que vous, c'est votre cas aussi dans cette boîte de nuit de Suble dans le Calvados. Oui, nous après, comme je vous dis, dans tous les établissements, on fait le contrôle des détecteurs de métaux, obligatoire. Moi, je n'ouvre pas une soirée sans qu'on ait le détecteur de métaux en place. Oui, effectivement, on retire, on va dire, on peut pas dire de bêtises, on retire entre 3 et 8 couteaux par mois. Alors, faites attention, des couteaux, on peut parler d'opinel, mais de tout objet dangereux pour la clientèle. Effectivement, grâce au détecteur de métaux, on arrive à enlever ça de la poche ou d'autres endroits que cachent les clients ces objets-là, quoi. Mais celui qui arrive avec un couteau, il passe donc sous le détecteur de métaux, c'est entendu, et on lui enlève son couteau. Mais vous l'acceptez quand même dans l'établissement de nuit? Ou vous lui dites non? Ouais, vous lui dites c'est pas possible. Oui. Ah non, c'est pas possible. Et là, du coup, il est fiché à jamais, c'est-à-dire qu'il ne viendra plus jamais chez vous. En général, ils savent bien, ils reviennent pas. Hein. En général, ces personnes-là, on les revoit pas. Hein. Et qu'est-ce qu'ils vous disent pour justifier d'avoir un couteau dans une poche quand vous avez un échange avec eux? Et j'imagine en plus que ça doit être tendu, l'échange. Il y a l'échange, oui, les choses, ils sont, surtout quand ils sont cachés, par exemple, je donne un exemple dans la chaussette, quoi. Là, ils sont un peu, ils ont rien à dire dans tous les cas. Hein. Nous, c'est directement demi-tour, retour voiture, et on fixe l'objet en question. Après, on est aussi, pour vous dire, on a d'autres exemples que je pourrais vous citer. On est en Normandie, par exemple. On a, quand je parle de tous les objets, c'est tout objet qui peuvent être dangereux pour la clientèle. Donc nous, en fait, on est en Normandie, on est à côté d'une zone maritime où il y a beaucoup de pêcheurs en clients. Et des fois, ça arrive aussi qu'ils aient un ouvre-huître ou une connerie comme ça. Bon. Là, c'est différent, bien sûr, évidemment. Oui, mais un ouvrier peut faire aussi du dégât. Je vous parle de tout objet qui pourrait être dangereux pour la clientèle. Mais on voit le profil, forcément, de la personne. Bon, Charlie Madeleine, vous êtes patron de discothèque. Depuis combien de temps vous êtes patron de discothèque? J'ai ouvert la première discothèque en 2019, si j'ai pas de bêtises. Bon, est-ce que vous diriez aujourd'hui que c'est plus violent, plus insécure, le monde de la nuit? Moi, j'ai vu une différence. En 5 ans? J'ai vu une différence. Ça, c'est sûr, depuis le début. Après, il y a eu la fameuse épreuve Covid qui nous a bien calmés. Mais pour moi, j'appelle toujours ça comme ça, l'ouverture après Covid a été différente de l'avant Covid. Je ne sais pas ce qui a changé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis pas là pour comprendre ce qui se passe, et je le sais pas, mais ça a changé, ça c'est sûr. Bon, est-ce que ça peut remettre en cause ce drame? Parce que j'imagine qu'il y aura un avant et après drame pour vous, parce que ce que vous avez vécu, c'est ce que vous disiez en début bien sûr que là, est-ce que vous vous dites, ça vaut peut-être pas le coup, et j'ai envie peut-être c'est une activité festive, a priori, la vôtre, c'est une activité de bonne humeur, de joie de vivre. Et est-ce que ça peut remettre en cause, effectivement, ce lien que vous avez avec la nuit? Moi, j'ai envie de dire, en faisant ce métier-là, je sais qu'on malheureusement, ça peut arriver. On travaille la nuit, on est lié à la violence, on vend de l'alcool, donc obligatoirement, on rend pas les gens intelligents. Donc c'est à nous de faire notre travail le mieux possible et de mettre les clients en sécurité. Après, un arrêt comme ça, bien sûr que ça. Moi, ça met un choc à tout le monde, à toute l'équipe. Comme je disais, moi j'en ai une à la maison, on est vraiment pas bien.
Donc oui, parce que c'est votre compagne qui a accompagné, si j'ose dire, les derniers moments de Kylian. Donc pour elle aussi, c'est un moment extrêmement important et traumatisant de sa vie. Voilà, c'est quelque chose que ça s'enlèvera jamais de la tête, ça c'est sûr, malheureusement. Après, arrêter la profession, j'ai envie de vous dire non, ça va être pour moi compliqué. Après, la seule chose, c'est ce que je me dis, qu'est-ce qu'on aurait fait pour pas que ça arrive, mais malheureusement ça aurait pu arriver n'importe où, c'est ce que disait la gendarmerie, ça aurait pu arriver sur un parking du supermarché, ça aurait pu arriver, c'est arrivé chez moi. On a fait ce qu'il fallait, on a contrôlé les identités, on a le détecteur de métaux, il n'y a eu aucune intercation dans la soirée. C'était vraiment à la fermeture. On peut refaire le film dans tous les sens. Kylian, il serait reparti tranquillement, il n'aurait pas été... On peut dire tous les scénarios. Le seul scénario, c'est bagarre ou pas. Dans tous les cas, on n'a pas à sortir un couteau de sa voiture. Moi, je me trimballe pas avec un couteau sur moi, ni dans ma bagnole. Donc ça, c'est inacceptable. Après, le problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas non plus aller fouiller la voiture de chaque client qui rentre dans l'établissement. C'est impossible. Et personne ne le fait. Donc, il y a des évidemment, et c'est pour ça que je comprends et j'entends ce que vous dites. Bien sûr que c'est compliqué. C'est un milieu qui est très compliqué. On se fait taper sur la tête des lois qui nous tombent de partout et on a le droit de rien faire. Je prends juste un exemple pour les cartes d'identité. En ce moment, c'est un fléau, c'est les fausses cartes d'identité. Oui, c'est important de vous écouter d'ailleurs. Parce que moi, je suis pas au courant de ça. Et vous êtes en contact avec le terrain. Nous, dans notre établissement, on refuse l'entrée aux mineurs. Alors attention, vous voyez, je ferme les yeux parce que quand tout va bien, on est la meilleure discothèque du coin. Puis quand il arrive un drame comme ça, je m'en prends plein la gueule. Et à écouter, c'était la pire discothèque. Mais bon, ça fait mal. Ça fait mal. Voilà. Mais ce que je veux vous dire sur les cartes d'identité, c'est qu'en ce moment, il y a un fléau. C'est que nous, dans nos établissements, on interdit l'entrée aux mineurs. À savoir que la loi française autorise à rentrer en discothèque à 16 ans avec un parent ou un frère, c'est premier ou second degré. Voilà. Après, il y a différents textes de loi qui sont sortis, il faudrait vraiment voir le vrai. Mais moi, je ressors ce que j'ai entendu. Ce qui serait bien, c'est que nous, un exemple, comme maintenant les jeunes, ils trafiquent leurs cartes sur les téléphones, et que maintenant c'est accepté, même la gendarmerie accepte de montrer ses papiers d'identité sur le téléphone, numérisé, ça serait bien d'avoir un affichage comme au casino. On pose le téléphone, même si c'est une carte d'identité scannée, et là on voit si c'est l'individu, il a fait une fausse carte, s'il est fiché, s'il est recherché par la police, s'il a un truc en cours, et nous au moins on serait serein dans nos établissements à rentrer de la clientèle sereine et éviter des problèmes sur le parking comme il y a eu. Merci Charlie Madeleine, vraiment merci, et puis courage forcément à vous, parce que c'est ce que vous avez vécu évidemment restera dans votre mémoire. Vous avez parlé un peu fort, mais la voix normalement est coupée. C'est un moment évidemment traumatisant. Merci d'avoir témoigné avec nous. Vous êtes le patron de la discothèque là où sur le parking, ce jeune homme de 17 ans est mort dans la nuit de samedi à dimanche. Puisqu'il était boxeur, jeune boxeur d'ailleurs, talentueux. Bonjour Jean Mettet et merci d'être avec nous. Bonjour. J'imagine que c'est un enfant que vous connaissez, un adolescent en tout cas que vous connaissez depuis très longtemps. Depuis 2 ans qu'il est au club. C'est un garçon qui avait 10 combats, 8 victoires. Et il avait l'avenir devant lui. C'était un espoir du club. On allait certainement, dans quelques années, se diriger en faire un boxeur professionnel. On était en train d'en faire un super bonhomme parce que c'était un garçon très timide, très introverti. Il était avec un ami boxeur à lui, ils étaient inséparables, ils étaient encore tous les deux lors de cette terrible soirée. Et c'est la première fois qu'ils allaient dans cette boîte de nuit, vous voyez comme quoi le destin peut être cruel. On est là au club pour former des hommes, pour les amener bien à la vie, c'est une école de la vie la boxe. Et on a des cas un peu, on a des garçons qui sont tout fous, on les calme, on a des garçons qui sont calmes, on leur donne confiance en eux. C'est ça la boxe, il y a ce visage-là de la boxe. Et c'est un garçon paisible, un garçon qui faisait pas de bruit. Quand on allait en déplacement avec lui dans la voiture, il fallait lui arracher les mots, vous voyez. C'était pas un voyou, c'était un brave petit bonhomme. Boxe anglaise, bien sûr. Pardon ? Je dis, votre club de boxe, c'est la boxe anglaise. C'est la boxe anglaise, oui. C'est la boxe traditionnelle. Et il avait déjà, disiez-vous, plusieurs combats. Il avait 10 combats, 8 victoires. Et en dehors de la boxe, à 17 ans, qu'est-ce qu'il faisait, Kylian ? Il
suivait brillamment ses études au lycée Curie, il travaillait très très bien, et il avait que cette passion. Et c'était le premier sport qu'il pratiquait, la boxe. Il n'avait jamais fait d'autres sports auparavant. Ses amis, vous disiez que c'était une personnalité introvertie, ses amis, et vous en faites partie, forcément, ont beaucoup de tristesse, de chagrin, et que disent-ils ce matin ? Tout le monde est dévasté. Vous savez, hier soir au club de boxe, j'avais une quarantaine d'élèves avec mes entraîneurs. J'ai sensibilisé mes jeunes qui étaient là, parce qu'il y en a beaucoup de jeunes, au danger qui nous guette tous les jours, au mauvais regard aussi, au ça, à une place de parking prise, un petit coup d'épaule dans la rue en marchant. Maintenant, la violence, elle est partout. C'est pas normal. Il faut changer ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut arrêter les marches blanches. Quand vous voyez un jeune un homme de 24 ans, un Algérien qui s'en va dans une boîte de nuit avec un couteau dans sa voiture, mais c'est quoi ça? Où c'est qu'on va là? Il faut arrêter cette violence gratuite. Nos jeunes ne sont plus en sécurité nulle part. On essaie, nous, des jeunes gamins, des jeunes enfants qu'on a à la boxe, on essaie d'en faire des hommes qui sont capables de se défendre, mais se défendre devant un couteau. Ils étaient 10, nos jeunes d'un petit pays, d'un petit village comme Saint-Lô, une petite ville comme Saint-Lô, 18 000 habitants. On n'est pas entouré de violence, on n'est pas dans certains quartiers de Marseille. On est paisible, une ville paisible. Et puis ça nous arrive, comme partout, il y a un déferlement de violence. Moi j'ai plus de mots pour ça. J'ai plus de mots. Ça fait combien de temps que vous êtes entraîneur, monsieur Métais? Ça fait 51 ans, monsieur. 51 ans d'entraîneur. Que je suis entraîneur au club. Et là, j'ai un jeune président, monsieur Jacques Adam, qui vient d'être président il y a 15 jours. Et c'est mon 13e président au club. J'ai jamais voulu être président, toujours entraîneur. Mais vous avez quel âge, sans indiscrétion? J'ai 72 ans, monsieur. Donc vous étiez un entraîneur quand vous aviez 20 ans, vous étiez un jeune entraîneur. Et on devine... Je suis passé entraîneur à 23 ans. Je devine à travers notre conversation le profil d'éducateur que vous êtes, parce que c'est votre vie d'accompagner tous ces gosses, tous ces jeunes que vous avez vus passer. Oui, j'ai consacré ma vie à ça. Ma femme m'a bien accompagné aussi dans tout ça, parce que c'est vrai qu'il faut être deux. Vous savez, c'est les week-ends partis, on boxe le vendredi, on boxe le samedi, on se couche tard, on se couche à 3 heures du matin, le lendemain il faut repartir. Et on est revenu avec des défaites des fois dans la voiture, on croirait revenir de l'enterrement, pas un mot dans la voiture. Et puis quelques temps après, on ramenait que des victoires, on était contents. Vous savez, le sport c'est fait de ça, de bons et de mauvais moments. Mais il faut garder que les bons, c'est des bons souvenirs. Et comme je garderai un bon souvenir de Kylian, il va nous manquer à la salle, il va nous manquer. On va l'appeler. Tiens Kylian, dis donc, mets des gants maintenant, tiens, arrête, c'est à toi maintenant. Oh, tiens, au fait, quel poids tu fais Kylian? Le mot Kylian, maintenant, on va plus le sortir de notre bouche, et croyez-moi, c'est bien dommage. Il y a beaucoup de générosité, forcément, chez ces éducateurs, parce que on a tous fait parfois du sport dans un club de sport en compétition, et personne n'a oublié le lien si particulier lorsqu'on a 12 ans, 13 ans, 14 ans, 16 ans, 17 ans qu'on a avec un entraîneur qui à la fois doit être dur parce que la compétition est dure, mais doit aussi nous faire progresser et surtout nous aimer. Et c'est souvent évidemment une forme d'amour, en tout cas, que d'être dur parfois avec un sportif, parce que la compétition réclame des mots durs, et ce lien-là si particulier des éducateurs avec ces jeunes gens, surtout aussi longtemps, 50 ans. Vous méritez... la Légion d'honneur, parfois, elle devrait être donnée à des gens comme vous, monsieur Métais, si vous me permettez. C'est vrai, on est peut-être un petit peu les parents pauvres, nous les entraîneurs, mais vous savez, dans la boxe, on a quand même une relation entraîneur-entraîné, et qui est très très forte. Si vous saviez combien de fois j'ai changé la physionomie d'un match avec des mots dans la quart de ring, vous savez, une minute dans une quart de ring, quand on a des blessures à penser, quand on a des mots percutants à dire à notre élève, une minute c'est très très court, il faut avoir une très très bonne réaction. Et puis comme vous disiez, au niveau de l'éducation, il faut une main de fer dans un gant de velours. C'est ça un petit peu la boxe. Et puis la boxe, c'est un coup à prendre quelque part. Mais il faut du temps pour former des gosses. Et quand on les amène au haut niveau, quand on amène au championnat de France, championnat d'Europe, je vois un de mes anciens boxeurs et élèves, Maxime Bossir, qui a été 2 fois champion de France et champion d'Europe avec moi. On a été 13 ans ensemble, depuis l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 23 ans. Vous voyez le parcours. Et Maxime, encore hier, il m'a appelé au téléphone. Son vieux prof, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a un lien. Mais bien sûr, personne n'oublie
évidemment, personne n'oublie son vieux prof, comme vous dites. Bon, Kylian, évidemment, c'est un drame. Il y aura un avant et un après pour vous, pour ses amis, bien évidemment. Je ne sais pas si vous aviez des contacts avec ses parents ou pas, monsieur. La première fois que ses parents l'ont amené à la salle de boxe. Et une petite chose, il y a une marche blanche dédiée à Kylian à 18h30 demain, qui part des Sycomores à Saint-Lô. Parce que, voilà, il sera toujours là, et c'est, moi, j'ai plus de mots. Depuis hier, j'ai plus de mots. Je suis dévasté. J'imagine. Tous nos amis, tous les copains du club sont dévastés. Quand on leur a annoncé ça hier, les réseaux sociaux ont marché de partout. Mais ça, on n'aurait pas voulu ça. On n'aurait pas voulu en arriver là. On aurait voulu qu'il revienne de boîte de nuit en ayant passé une bonne soirée, et puis que hier, il soit à l'entraînement parmi nous. Mais voilà, il y a un chic garçon qui va nous manquer, et ça, c'est, croyez-moi que... Et dans une ville, effectivement, c'est ce que vous avez dit, comme Saint-Lô, 18 000 habitants, qui est une petite ville, quand vous dites aucun coin de France aujourd'hui n'est épargné de cette violence, surtout vous, dans un sport qui a priori est violent, ou même est violent, que vous remarquiez vous-même que les choses ont changé, parce que la violence était peut-être davantage canalisée, précisément à travers l'exercice de la boxe il y a plusieurs années, qu'aujourd'hui elle est dans la rue et elle est partout. Et elle est gratuite. Pour un regard, pour n'importe quoi. Maintenant, on va sortir un couteau, on va sortir un flingue, on va sortir... Non mais c'est quoi ça? C'est... Avant, dans le temps, quand on allait... Évidemment, les bagarres, il y en a toujours eu dans les balles. Moi le premier, j'étais confronté à ça. Mais on allait dehors, on se chicarait, bing bing boum, voilà, pour un pied, il n'y avait pas de couteau, il n'y avait rien, il y avait machin, juste que des combats d'hommes. Maintenant, c'est des lâches, c'est des bons à rien, Ils ont pas de... Je vais pas employer un terme vulgaire, mais voilà, c'est... je sais pas, moi je comprends plus cette société. Et je suis bien content d'avoir traversé les époques que j'ai traversées, où on avait quand même beaucoup plus de valeur que maintenant. Merci Jean Mettet, merci pour ces mots, merci pour votre lucidité, merci pour votre courage, merci pour votre générosité, bien sûr, d'accompagner tous ces jeunes gens